Bonjour Christelle, on Bonjour est Tom. bonjour. On est en direct toujours, comme toujours avec toi depuis Donetsk. On est le 3 décembre, c'est le 17e sitrep. C'est ça. Et là, quand j'ai lu ton pré-rapport, ça m'a absolument révolté et je me suis dit que font les Européens, les citoyens européens, pour empêcher ou pour faire cesser cette horreur, c'est incroyable. Ça me laisse sans voix. Alors je vais te laisser la parole, bien sûr, pour nous expliquer à quel point la situation est devenue absolument Là, catastrophique. c'est devenu n'importe quoi et les peuples européens, on les entend toujours pas, à part quelques personnes qui suivent l'actualité de ce qui se passe ici. Donc, comme on le craignait, le mois de novembre fut le pire de toute l'année 2016, Ouais. avec 28 285 tirs sur la République populaire de Donetsk par l'armée ukrainienne. Donc, un petit rappel, le record du mois d'août, c'était 15 269. C'est presque le double. Voilà. C'est presque le double. C'est catastrophique. On pense arriver au fond du Mais puits, et ben on il, s'aperçoit qu'il y a encore il plus creuse profond. encore, hein, il creuse encore. Et sur ces plus de 28 000 tirs, 12 533 ont été faits aux armes lourdes, donc artillerie, mortier et chars d'assaut, qui sont normalement interdits par les accords de Minsk. Donc ça représente 44% du total des bombardements. Ouais. Les garants des accords de Minsk, à part la Russie, qui s'inquiète de plus en plus de la situation, les deux autres, on les entend pas. Hein. Mais le pire, c'est que dans tout ça, le temps passant, euh, visiblement, c'est l'escalade, hein, c'est clairement l'escalade, hein, Ah oui. mais penser que la Russie va rester le fusil au pied éternellement, ou que le Donbass, ou que les forces armées des deux républiques ne décident pas à un moment ou un autre ce qu'ils avaient prévenu de faire, hein, c'est-à-dire Ouais, une expédition punitive pour tous ces gens qui bombardent outrageusement les civils, hein, parce que c'est des quartiers civils qui sont tirés en c'est premier. ça. Hein. C'est ça. Voilà. Là, je pense que les gens doivent bien se rendre compte. Tu l'avais déjà évoqué assez lucidement, très lucidement même la dernière fois. Ça ne sera pas éternel. Un tel bilan est absolument inadmissible sur le plan humain. C'est inadmissible de toute façon. Un seul tir sur un civil est inadmissible. Mais dans des quantités pareilles, c'est outrancier. Il n'y a rien qui justifie une chose pareille. Et ceux qui pensent que les choses vont continuer comme elles sont aujourd'hui éternellement se fourrent un doigt dans l'œil jusqu'au gros doigt de pied. Ça va faire très mal quand ça va se déclencher et ce sera pas possible de l'arrêter. Hein. Non, Et voilà, donc, là, il n'y aura pas de Minsk 3. Hein. voilà, Ça a déjà été dit et redit à un moment. À force de pousser mémé dans les orties, elle devient méchante. c'est ça. Euh, et rien que durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 11 599 fois le cessez-le-feu. Donc, on a quasiment doublé par rapport à la semaine passée, hein, plus 92%. Dont 3 691 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk. Donc soit 32% des bombardements, et ces tirs ont concerné 24 localités de la République. Donc voilà où on en est. Là, on est de toute façon systématiquement maintenant à plus de 1000 bombardements par jour. Ouais. Il y a eu certains jours où on a atteint 2000, ou même dépassé 2000. Donc là, on se rend bien compte que le cessez-le-feu, hein, enfin, l'OSCE qui nous sort sur sa page Facebook. Oui, alors aujourd'hui, les bombardements ont augmenté, ils ont diminué, ils ont augmenté, ils ont diminué. Oui, bon, d'accord. Mais en dehors de ça, vous servez à quelque chose? On se pose la question. Un simple logiciel pourrait faire ce constat-là, hein, mais on n'attend Oui, pas oui, de oui, 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 l'OSCE oui, un travail de oui. logiciel. Hein. Voilà. On attend de l'OSCE un travail de pression contre ceux qui utilisent outrageusement les bombardements contre des civils, parce que c'est des crimes de Voilà, guerre quand même. Hein. parce que l'OSCE, pour gueuler, quand ils peuvent pas accéder à ci ou à mi, ou pour hurler au fait qu'ils sont empêchés d'accéder à tel endroit, ou à ci, ou à ça, là, ils te font des déclarations publiques. Hein. Par contre, pour dire à un moment, bon, faudrait peut-être un peu arrêter les conneries, un cessez-le-feu avec 2000 bombardements par jour, ça s'appelle plus un cessez-le-feu, là, il Ouais, n'y a non, plus personne. non. Chacun déduira ce qu'il a à en déduire. Moi, c'est fait depuis longtemps, la population locale aussi.
D'ailleurs, rien que durant les dernières 24 heures, 1205 tirs ont été enregistrés de la part de l'armée ukrainienne, dont 400 tirs d'obus de mortier de 82 et 120 mm. Donc on continue dans les conneries. Tout va bien, ils sont bien lancés. Les tirs les plus intensifs ont principalement visé les localités de Staro-Mikhailovka, donc qui est au sud-ouest de Donetsk, Leninskoye, Dakushaevsk, Komintarnovo, Krutaya Balka, Sakhanka, Yassino-Vataya, ainsi que le district de Petrovski à Donetsk. Les tirs de cette semaine ont fait 6 blessés et 7 morts, dont un parmi les civils. Donc on a eu un tué qui a été abattu par un sniper hier soir au nord de Gorlovka. L'homme avait été annoncé comme simplement blessé, il est mort en fait à l'hôpital 4 heures plus tard. Quelle bande de salopards. Voilà. Comment on peut continuer à soutenir, comment les gouvernements occidentaux peuvent continuer à soutenir ces salopards. Mais en même temps, c'est même pas surprenant vu qu'ils soutiennent également les terroristes en Syrie et que la libération d'Alep-Est va révéler toute l'étendue de la compromission des gouvernements occidentaux en Syrie. Et donc il ne faut pas s'étonner que dans le Donbass, parce que c'est les mêmes guignols qui dirigent et qui autorisent et qui supportent même ces salopards, il faudra pas s'étonner de retrouver exactement les mêmes travers, les mêmes compromissions et les mêmes complicités. Voilà. C'est abject, c'est à vomir. C'est comment on peut continuer de soutenir des gouvernants qui soutiennent eux-mêmes des salopards de ce niveau. C'est ignoble. Ils sont ignobles. Je sais pas, mais bon. Ça va finir sur les bancs d'un tribunal international et ça sera pas celui du CPI où il y aura que les gouvernants africains qui seront visés. Hein. Là, l'impunité, il faudra pas compter dessus hein, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de gens, et il va falloir qu'ils payent très cher leur saloperie et quel que soit leur niveau d'implication ou plus précisément le pays d'où ils viennent. Hein. C'est ça, non mais là ça devient... on voit vraiment qu'il y a une permissivité totale de la part de l'Occident, des garants des accords de Minsk, que sont la France et l'Allemagne. Personne ne bouge, à part la Russie, qui de plus en plus fait des déclarations pour essayer d'alerter sur l'état de la situation. Mais les deux autres, je sais pas pourquoi ils sont occupés, c'est une bonne question. Enfin, Hollande à ne pas se faire réélire et Merkel à se faire réélire. Mais la Russie va pas éternellement juste avertir, mettre en garde. Il y a un moment ça leur tombera donné, sur la tête, il faudra pas venir pleurer. Hein. Moi, en tout cas, je pleurerai pas sur ces gens-là, ça c'est clair. Voilà. Donc, voilà, des bombardements qui, en plus des victimes, ont aussi endommagé ou détruit 69 habitations. Les forces armées ukrainiennes ont, comme d'habitude, délibérément visé les lignes électriques de Yassino-Vataya et Spartak afin de priver les localités de courant. Ils ont aussi empêché les travaux de réparation près d'Ouglegorsk et près de la station d'épuration de Donetsk en tirant sur les électriciens qui étaient chargés de réparer les dégâts. Ça, c'est Ils dégueulasse. ont aussi tiré au mortier près de la station d'épuration proche de Naberezhnoye. Et à cause des tirs permanents, les localités du sud de la République, Sakhanka, Leninskoye et Sergeyevka, sont sans électricité depuis une semaine. Ça, c'est franchement dégueulasse. Tirer sur des crimes de guerre. Des salariés, enfin des travailleurs, des gens qui donnent leur temps et risquent leur vie pour remettre en route des installations civiles. C'est effectivement un crime de guerre. Hein. Viser des installations civiles comme des stations d'épuration, distribution d'eau, d'électricité, de gaz et des choses comme ça, ça impacte directement les civils et donc c'est un crime de guerre, effectivement. C'est un crime de guerre. Voilà, le but c'est de rendre la vie insupportable dans le Donbass. On en avait parlé lors d'un précédent site-rep. Hein. Il y avait eu un officiel ukrainien qui avait appelé à rendre la vie dans le Donbass absolument intolérable pour la population. On voit l'application de cette recommandation absolument abjecte. Ouais. C'est du nazisme, hein. C'est du pur nazisme. Je veux dire, la République populaire de Donetsk a déjà perdu depuis le début de la guerre plusieurs dizaines, si pas centaines de personnes parmi les personnels des sociétés d'électricité, de gaz, des stations d'épuration, enfin les balayeurs aussi de rue qui sont morts simplement en faisant leur travail depuis le début de la guerre. Donc ça fait partie de la très longue liste des crimes de guerre de l'armée ukrainienne.
La petite parenthèse qui veut donner en exemple ces gens qui risquent leur vie en essayant de maintenir propres les rues de Donetsk, quand en France on a des gens qui se plaignent parce que ils ont peur de perdre leur travail, tout simplement de manifester contre une loi travail absolument ignoble. Enfin, il y a deux points, il y a vraiment, on est dans deux mondes complètement différents, quoi. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour une idée d'un pays avec un certain nombre de libertés fondamentales, et puis il y en a d'autres qui sont là juste un petit peu comme des individualistes qui essayent juste de préserver leurs petites affaires. Hein, c'est la France, c'est en France, c'est en Europe, c'est voilà. Donc bon. L'armée ukrainienne qui continue de corriger ses tirs à l'aide de drones. 11 ont été détectés cette semaine par l'armée de la République populaire de Donetsk et plusieurs ont été abattus, dont l'un qui vient d'un pays de l'OTAN et qui a été montré aux journalistes par le commandant Édouard Bassourine. Donc c'est bien. Hein, pourrait-on alors dire que l'implication de l'OTAN devient patente ici ? Oh bah elle est plus que patente depuis un bon moment entre les instructeurs américains, anglais, canadiens, les reventes de matériel divers et variés. Maintenant, on leur fourgue des drones pour leur permettre de mieux viser les infrastructures et les zones civiles. Ce pourrait-il... crimes de guerre, tout va bien. Alors le matériel de l'OTAN, certes, mais peut-être que le personnel de l'OTAN se trouve derrière pour le manipuler, ce drone. Ouais, de toute façon, il y a des instructeurs, hein, ils s'en cachent même pas. Hein, il y a des instructeurs, on se souviendra des 11 instructeurs canadiens repartis dans des sacs à viande au pays, hein, après avoir essayé de faire une démonstration en live de ce que devait être une opération d'infiltration reconnaissance. Oui. Ils ont sous-estimé les forces des républiques et c'est pas bon ça, ce genre de choses. Hein. Enfin, c'est une bonne punition. Bonne leçon. Une bonne leçon, malheureusement, c'est encore la vie qui est brisée, mais c'est eux qui l'ont décidé. Hein. C'est eux qui ont décidé d'attaquer voilà. Donc après... Hein. On fait un choix, ça s'assume. Hein. Comme je dis toujours, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, vous assumez. Les services de renseignement de l'RPD qui ont repéré de nouvelles armes présentes en violation des accords de Minsk. Près de Gorlovka, un peloton de lance-roquettes multiples grades, une division de canons automoteurs Akatia de 152 mm, un peloton de canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, un peloton de mortiers automoteurs Nona de 120 mm, une batterie de mortiers de 82 mm et 120 mm, et une compagnie mécanisée. Près de Donetsk, un peloton de lance-roquettes multiples Ouragan, un peloton de canons automoteurs Jetsin de 152 mm, une batterie de mortiers de 82 et 120 mm, et un peloton de chars d'assaut. Et on a l'équivalent près de Mariupol. Les observateurs de l'OSCE ont d'ailleurs enregistré, comme toujours, l'absence de 112 pièces d'armement lourd dans les zones de stockage prévues du côté ukrainien. On a dans cette liste 9 chars d'assaut, 20 lance-roquettes multiples BM-21 grades, 6 lance-roquettes multiples Ouragan, 59 canons automoteurs de 122 et 152 mm, 15 BMP, 2 lance-roquettes anti-char Ossa et un lance-roquette anti-char Tugunska. Oui, alors c'est pas de l'équipement Playmobil, hein. Non, faut quand même, parce que là, depuis un certain nombre de sites-rep, on égrène le nombre de matériel de guerre qui devraient normalement être dans ces stocks-là, qui n'y sont pas, donc qui sont sur le front. Et c'est vrai que tant qu'on ne voit pas les effets catastrophiques de ces armes-là, on se dit c'est qu'un chiffre, c'est un numéro, une référence. C'est pas juste un chiffre, voilà. Puisque les fameux lance-roquettes multiples qui sont manquants ont fait leur réapparition pour la deuxième fois en 2 semaines dans les rapports de situation de M. Bassourine, puisque l'armée ukrainienne les a utilisés pour la 2e fois lors de bombardements de localités civiles. Donc cette semaine, ça a été Belaya Kamenka, où ils ont quand même tiré 40 roquettes. C'est énorme. 40 roquettes sur cette petite localité, hein, c'est un petit village. Hein. Donc le commandant second de l'armée de la République populaire de Donetsk, Édouard Bassourine, a appelé l'OSCE à enquêter objectivement sur ces crimes et à dénoncer l'utilisation d'armes interdites par les forces armées ukrainiennes. Voilà, donc ça fait déjà 2 semaines de suite que on utilise ces armes
qui sont des armes de destruction, entre guillemets, massive, puisque ce sont des armes qui servent à faire des tirs de saturation. Oui. Hein, donc c'est lance-roquettes multiples, successeur des Katyusha de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un hachoir. Tire plusieurs dizaines de roquettes à quelques secondes d'intervalle pour raser tout ce qui se trouve sur une surface donnée. Oui, c'est des armes qui sont conçues en réalité pour détruire une infanterie complète. C'est-à-dire que c'est un hachoir, hein, c'est-à-dire sur plusieurs hectares, sur plusieurs terrains de football, l'équivalent de plusieurs terrains de football. Si c'est une batterie complète, c'est l'équivalent d'une dizaine de terrains de football au total. Il reste presque rien, que des morceaux de chair, des morceaux de corps humain. C'est censé... voilà. C'est du tir de saturation, donc les roquettes sont légèrement décalées les unes par rapport aux autres, et le but c'est de couvrir un maximum de surface en détruisant tout sur la surface donnée, quoi. C'est du rouleau compresseur en termes d'armes de bombardement. Oui. Voilà, l'artillerie c'est d'armes de précision. Le lance-roquettes multiple, c'est d'armes à large spectre. Hein. Tu vises toute une surface et puis tu rayes tout à la surface que tu as définie. Il y a un terme, je dirais un peu glauque, utilisé comme ça, mais ça s'appelle arroser le terrain, quoi, hein, ni plus ni moins. Oui, c'est vraiment ça. L'OSCE qui est de plus en plus discrédité, qui reçoit des petits cadeaux de l'Allemagne, hein, on sait pas trop pourquoi, parce que ces gens-là sont surpayés pour rien faire, ils font un travail de merde, et en plus là ils sont discrédités après que ils aient indiqué que des soldats des forces armées ukrainiennes ont été pris en train de se déplacer dans des voitures arborant le sigle de l'OSCE pour couvrir leurs crimes dans les territoires occupés. Donc c'est de mieux en mieux. Hein, oui. Oui, non, mais on arrive au pire de pire, quoi. C'est-à-dire qu'à un tel niveau, je crois que la seule chose qui pourrait être pire, c'est carrément une guerre mondiale ou une guerre régionale avec la Russie en face de l'OTAN, quoi. Il faut vraiment que les gens se rendent compte de la gravité extrême de la situation, parce que c'est... Et puis c'est pas l'OSCE qui va pouvoir faire quoi que ce soit, il faut surtout pas compter sur eux pour donner une vision objective et réelle de ce qui se passe sur le terrain. Leurs rapports sont biaisés, ils se font prendre à plusieurs reprises à pas faire leur travail, ils sont encore fait attraper par Graham Phillips il y a pas 3 jours. Je veux dire, c'est catastrophique, et en Europe personne ne bouge, et ce alors que les forces armées ukrainiennes ont tenté à plusieurs reprises de briser les lignes de défense de la RPD, entre autres dans le sud près de Leninskoye et de Kominternovo cette semaine, subissant lors de ces attaques de lourdes pertes, 9 morts et 16 blessés. Au total, durant le mois de novembre, les forces armées ukrainiennes ont tenté de percer 14 fois les lignes de défense de la République populaire de Donetsk et ont eu 25 morts et 3 véhicules blindés détruits. Hein, on continue dans les bêtises, forcément, parce que personne ne leur dit rien. Hein. Pourquoi ils s'arrêteraient dans leurs conneries? C'est comme un gosse à qui tu dis jamais non, à qui tu t'infliges jamais de punition quand il fait des conneries, il va continuer. Hein. Ça, c'est un peu logique. Jusqu'à temps qu'il se fasse écraser les doigts ou qu'il y ait un sérieux problème. Et d'ailleurs, si j'en crois le pré-rapport que tu m'as donné avant la vidéo, il commence à y avoir des effets secondaires qui pourraient devenir extrêmement compliqués à gérer pour ceux qui poussent les néo-nazis à écraser le Donbass sous les bombes. Hein. Oui, parce que toutes ces pertes, ça finit quand même par avoir un impact. Hein. Ça fait quand même un bon paquet de fois qu'on signale des affrontements entre les groupuscules, les bataillons nazis et les troupes régulières, mais là, avec toutes ces pertes, les retards de salaire, les mauvaises conditions de vie, puis maintenant le froid et la neige qui se sont installés, les soldats ordinaires s'en prennent aux soldats des bataillons nationalistes, pour pas dire nazis, hein, voilà, les accusant d'avoir déclenché la guerre, donc les accusant d'être responsables du fait qu'ils sont dans ce merdier, hein, dans la zone de l'opération antiterroriste. Résultat, le 29 novembre, les soldats de la 72e brigade ont tiré sur les unités de secteur droit près de Krasnogorovka. Et le 30 novembre, c'est le régiment Azov qui lui a tiré au mortier sur la 36e brigade. Okay. Voilà. Donc là, ils sont en train de s'entretuer, c'est magnifique. Hein. L'Ukraine unifiée, hein, ça c'était leur slogan à la con, hein, l'Ukraine unie. Mais résultat, les désertions se multiplient.
Hein, donc on a eu un petit update, une petite mise à jour de la liste des déserteurs, des soldats qui sont recherchés pour désertion. En octobre, la liste se montait quand même à 9493 soldats. Et probablement que ce chiffre est en augmentation rapide, voire exponentielle, dans les dernières semaines ou les derniers mois, parce que... Oui, bah là, on a déjà eu, déjà la semaine dernière, on avait eu des déserteurs. Là, on en a de nouveau un qui s'est rendu le 1er décembre aux soldats de la République populaire de Donetsk. Il a traversé la ligne de front avec son véhicule de combat d'infanterie. Tout de suite après, il s'est rendu aux soldats. Donc on n'a pas compris. Est-ce que dès le départ, il avait prévu de se rendre, ou est-ce que, je sais pas, il a tenté une attaque en étant bourré et que finalement il s'est rendu compte qu'il était tout seul, je sais pas. Enfin, résultat, ça fait un petit trophée de plus. Voilà, mais il a eu rudement de la chance quand même, parce qu'il aurait pu se faire tirer dessus, hein. Oui. Et donc bon, bah là on a un résultat, un soldat qui est en cours d'interrogatoire à Lugansk et un véhicule de combat d'infanterie en état de fonctionnement récupéré pour l'armée de la République populaire. Gratuitement, ça va peut-être en inspirer plusieurs autres, hein, d'ailleurs. Ouais, hein. Oui, bah écoute, hein, s'ils sont partants, il n'y a pas de problème, on est volontaire pour récupérer votre matos. Et j'ai appris juste avant de faire le site rep que 2 officiers de la 93e brigade des forces armées ukrainiennes se sont suicidés récemment. Donc, Ouais. le moral est très très bon encore au sein de l'armée ukrainienne, ils désertent, ils se suicident, tout va bien. Et bon, c'est pas les tests de fusées ukrainiennes qui vont leur remonter le moral. Bon, sachant qu'aucune n'a fini dans la zone maritime de Crimée. Donc, oui, parce que l'armée ukrainienne avait prévu de faire des tests de fusées dans les couloirs aériens criméens. Bon, le fait que la Russie ait mis toute sa flotte en alerte et toutes ses batteries de systèmes de défense anti-aérien, ça les a peut-être un petit peu calmés. Donc, ils ont revu leur fenêtre de tir beaucoup plus à l'ouest de la Crimée. Donc il n'y a pas eu d'incident avec les fusées. Par contre, les Ukrainiens ont cherché un peu la merde avec les Russes, avec leurs bateaux de guerre. Puisque des vedettes ukrainiennes ont à 2 reprises failli créer un incident avec une frégate russe. C'est le procureur militaire ukrainien qui signale le truc, Anatoly Matyos, qui a rapporté les faits en précisant que c'est la frégate russe Pitlivy qui cherchait à écarter d'une plateforme de forage se trouvant dans les eaux appartenant à la Russie des vedettes des gardes-côtes ukrainiens. Matyos a précisé que de lui-même que cette plateforme se trouvant dans les eaux appartenant à la Russie depuis la réunification de la Crimée avec la Fédération de Russie. Donc s'approchant de la plateforme, les gardes-côtes ukrainiens et une unité d'enquêteurs se sont retrouvés face à la frégate russe qui effectuait une mission de protection de cette installation de pompage de gaz. L'équipage de la frégate a envoyé plusieurs messages d'avertissement aux Ukrainiens, les menaçant de recourir à des actions concrètes, à la suite de quoi les vedettes ukrainiennes ont préféré faire demi-tour. Courageux mais pas téméraire, donc peut-être que là... ils ont quand même cherché la merde. Si on les avait pas arrêtés, ils auraient peut-être été faire péter cette station de forage. Avec des victimes civiles aussi, puisque qui dit station de pompage en construction, on dit personnel civil travaillant dessus. Donc, voilà, c'est ça. Donc bon, l'Ukraine continue dans ses bêtises tout en étant prête à tout pour rentrer dans l'Union européenne. Donc évolution de la générale de la situation là-bas, le vice-ministre ukrainien de la justice avait proposé d'accepter les quotas de migrants des Pays-Bas pour aider à faire accepter le régime sans visa à l'Union européenne. Mais bon, sa proposition, ça n'a pas vraiment plu aux activistes de Svoboda. Oui, c'est clair. Parti national-socialiste ukrainien, oui. son ancien petit nom. Activistes qui ont manifesté devant le ministère de la Justice pour le faire savoir. En Ukraine, toujours, pour donner une petite idée un petit peu de l'état de cette grande démocratie, un homme a été condamné à 8 ans de prison pour séparatisme après que le SBU ait trouvé sur son smartphone des abonnements YouTube, Facebook, VKontakte, etc. sur des sites comme Newsfront, Rossiya 24, Stop Maïdan, Anti-Maïdan, etc. Le SBU a prétendument présenté des coups de fil de l'homme à une unité de l'armée de la RPL. Bon, quand on sait comment le SBU fabrique des preuves à gogo, surtout les appels téléphoniques, ce que ça vaut comme preuve, bref. L'homme a refusé d'avouer quoi que ce soit, aucun témoignage n'a été entendu, et le jugement a été rendu sur simple base de ses abonnements sur son téléphone et de ses prétendus appels. Voilà où en sont l'état de droit, les droits de l'homme, la justice, la démocratie en Ukraine, tout ça, c'est magnifique. Soutenu avec enthousiasme par Paris, Londres,
Londres, Berlin et Washington. Tout va bien, tout va bien. Donc, suite à tout ça, bien entendu, au niveau de la situation politique et des accords de Minsk, la Russie, via Sergueï Lavrov, a fait savoir qu'elle ne comprenait pas pourquoi l'Ukraine poursuivait son opération antiterroriste dans le Donbass au lieu d'appliquer les accords de Minsk qu'elle a pourtant signés. Ah bah oui. La Russie ne comprend pas comment l'Ukraine peut appeler terroristes des gens avec qui elle a signé un accord, à savoir les chefs des deux républiques populaires, Plotnitsky et Zakharchenko, et en plus l'Ukraine se sert de cette excuse pour les déclarer illégitimes, vouloir les empêcher de participer aux élections, et pose sans cesse leur départ comme préalable à l'avancée des accords de Minsk. Bon, Lavrov a aussi rappelé qu'au moment du Maïdan, les dirigeants occidentaux avaient appelé Yanukovych à ne pas utiliser la force contre les manifestants et à signer un accord sur lequel ils sont tous assis à peine signés, mais que quand c'est l'Ukraine qui massacre sa population, on lui demande pas d'appliquer les accords qu'elle a signés et que l'Occident se borne à lui demander de faire un usage proportionnel de la force. Voilà, 2 poids, 2 mesures. C'est une complicité de crime de guerre parce que normalement, s'en prendre à sa propre population, excuse-moi, c'est déjà un crime de guerre. Et alors encouragé par l'utilisation même proportionnée de la force contre son propre peuple, c'est par définition une complicité de crime de guerre. Alors aussi édulcorée soit-elle, c'en est une. Voilà. C'est une bon, les gens qui nous regardent peuvent voir un peu quelle est la novlangue et la double dialectique qui est utilisée. Voilà, on demande aux autres de faire ce qu'on ne demande pas à ses petites marionnettes préférées. Tout va bien. C'est une grave atteinte. Si vous trouvez ça normal, je pense que faut aller se faire interner, parce que. C'est ça. C'est une grave atteinte aux droits fondamentaux. Et c'est donc une complicité de crimes de guerre avec Kiev, quoi, tout simplement. Il faudra en répondre. Après ça, faut pas s'étonner que les accords de Minsk n'avancent pas. Je veux dire. Ah bah oui, c'est clair. Malgré la réunion au format Normandie qui a eu lieu, ça n'a pas bougé d'un iota. Ce qui fait que Denis Pouchkine, le négociateur de la République populaire de Donetsk à Minsk, a déclaré qu'il y avait peu de chances pour que la feuille de route qui est censée être adoptée soit avant la nouvelle année. Je crois qu'elle sera adoptée à la Saint-Glinglin. Oui, la semaine des 4 jeudis. Ouais. C'est vraiment l'Arlésienne, quoi. On peut pas. C'est n'importe quoi. Et Paris et Berlin se rendent complices de ça alors qu'ils sont garants de ces accords et qu'ils ne font strictement rien pour obliger l'Ukraine à respecter ce qu'elle a signé. Donc, je veux dire, chacun en déduira ce qu'il a à en déduire. Je pense qu'on a assez dit ce qu'il en était et ce qu'on en pensait. Je pense qu'il faut vraiment que les gens en Europe se réveillent et vite. Pour donner, on va dire, un éclairage un petit peu plus positif sur ce qui se passe ici. Le 30 novembre, Alexander Zakharchenko, donc le chef de la République populaire de Donetsk, a rencontré les étudiants et maîtres de conférences des institutions d'enseignement supérieur de la République. Les étudiants ont pu poser toutes sortes de questions, discuter des problèmes qu'ils rencontrent, comme les recherches pour trouver un emploi, l'avenir de l'État, le rôle du patriotisme. La réunion a eu lieu dans l'un des bâtiments de l'Université nationale technique de Donetsk. Cette réunion a été bénéfique pour beaucoup d'étudiants. Ceux qui ont fait preuve d'initiative ont obtenu des possibilités de stage. Un étudiant en sciences politiques a obtenu l'opportunité de présenter un projet de loi auprès du Conseil populaire. Et le chef de l'État a aussi informé les étudiants que bientôt des bourses d'études seraient introduites pour les étudiants ayant fait leurs preuves dans leurs études, en sport ou dans la vie publique, donc ceux qui s'impliquent dans tout ce qui est mouvement politique, etc. Et en 2017, il est prévu d'augmenter toutes les bourses d'études. Donc ça c'est un bon point pour les étudiants qui effectivement se plaignaient du montant des bourses d'études en l'état actuel des choses. Le chef de l'État a aussi partagé avec les étudiants leurs impressions sur l'avenir de l'État, l'idéologie et le rôle du patriotisme. Il leur a raconté une petite histoire que je vais citer parce qu'elle est quand même intéressante. Ouais. Et je pense qu'elle est intéressante pour les Européens, je pense qu'ils sont un peu spécifiquement concernés. Spécifiquement concernés. Je voulais faire un préalable avant que tu commences parce que c'est effectivement très intéressant à transmettre aux gens, aux Européens en particulier, aux Français, puisque ça s'adresse aux Français dans cette vidéo. La vidéo en l'occurrence, comme elle est francophone, elle s'adresse aux francophones, mais elle s'adresse plus particulièrement aux Français,
Parce que finalement, il n'y a pas tellement ce genre de problème ailleurs. Il y en a vraiment spécifiquement en France où l'individualisme prend des proportions absolument catastrophiques, et c'est pour ça, sans aucun doute d'ailleurs, que le pays est dans cette situation-là. Dans Hein. l'état dans lequel il est, oui, Voilà, tout à fait. je vais te laisser Et continuer. donc, il y a un petit parallèle intéressant que Zakharchenko a fait donc en racontant une histoire. Donc là, je cite le chef de l'État. Donc récemment, j'ai eu une discussion avec une personne, un citoyen de la République populaire de Donetsk. Nous discutions de problèmes d'organisation, nous n'arrivions pas à trouver un terrain d'entente et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je lui ai alors posé une simple question, quelle est ton attitude générale envers la République ? Et la réponse fut, ça m'est égal. Je n'ai rien dit, grinçant des dents. Ça m'est égal est la chose la plus horrible qu'il soit. Je vous souhaite que vous ne traitiez jamais la vie, le pays, les gens qui vous entourent comme si c'était égal. Vous savez, avant la guerre, je riais de la notion de patriotisme. Je pensais que je ne devais rien à personne et je continuais ma vie. Mais en 2014, ce mot a cessé d'être vide pour moi. Lorsque votre ville, vos rues préférées, les personnes que vous aimez sont en danger, vous réalisez que cela ne peut pas vous être égal. C'est pour cela que je veux vous poser une question très importante. Quel est l'avenir de la République du point de vue de votre génération pour laquelle nous nous battons et construisons notre propre État ? Je suis très intéressé par votre point de vue sur cette question. Donc là, il s'est adressé aux étudiants qui lui ont répondu quasiment, tous ensemble, seulement comme faisant partie de la Fédération de Russie. Voilà. Ouais, comme ça, moi, c'est clair. Hein. Ça très très clair. Je pense que cette expérience racontée par Alexander Zakharchenko s'applique vraiment bien à la situation aussi bien en France qu'en Belgique ou dans beaucoup d'autres pays européens où le ça m'est égal, je pense, c'est la norme. Mais c'est le chacun pour sa gueule. Hein. C'est chacun pour sa gueule. Et c'est terrible. Vous pouvez le voir, c'est pas comme ça que vous devriez non, parce que aussi bien les gens qui vous entourent, votre pays. Et tout ce qui touche, on va dire, à la vie politique, puisqu'au final, c'est ce qui vous impacte. Donc, vous voyez, le chef de l'État actuel de la République populaire de Donetsk, il a fallu la guerre pour se rendre compte que c'était pas une bonne chose de considérer les choses autour de lui, son pays, comme ça m'est égal. Oui, donc, parce que les gens oublient qu'ils vivent souvent grâce à des infrastructures qui ont été construites par des gens qui ont mis leur énergie, leur argent, leur vie même en commun. Pour que, en France par exemple, EDF qui a été privatisé parce qu'il y en a qui se sont amusés à faire de l'argent sur un service public qui a été construit à la base par des citoyens qui ont mis de l'argent en commun, qui ont mis de l'énergie en commun, qui ont mis leur existence en commun. EDF était une très grande entreprise publique comme Télécom, France Télécom, toutes ces infrastructures d'alimentation en eau, en énergie. Et puis même de manière beaucoup plus, on va dire, basique, les gens aujourd'hui laissent détricoter tout ce qui a été bâti par le Conseil national de la résistance. Des gens qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. C'était pas des gens qui considéraient que la France, ça leur était égal. Mais non. Et il serait vraiment temps que les Français, les Belges, les Suisses et d'autres francophones arrêtent de considérer que leur pays, leur peuple, les gens qui les entourent, que ça leur est égal. C'est terrible, c'est vraiment, comme dit le chef de l'État, c'est vraiment la pire chose qui soit. Et il serait vraiment temps que les gens se mettent à vraiment prendre en considération l'importance de tout ça et se décident à relever les manches et puis trousser les manches et puis se mettre au boulot. Je crois que le pire, malheureusement, c'est qu'ils considèrent comme étant acquis l'aide que les autres pourraient leur apporter. C'est-à-dire qu'ils ne trouveraient pas normal que les autres ne viennent pas à leur aide. Alors que eux se foutent totalement. Ne viendraient pas en aide aux autres. Hein. Voilà, c'est ça. Deux poids, deux mesures, comme toujours. Alors, ce que je dis, parce que je fais. Faut qu'ils fassent très très attention parce qu'on est dans une situation extrêmement explosive et qu'à un moment donné, peut-être que l'État ne sera pas là pour les aider. Il faudra qu'ils se débrouillent. Alors, s'ils attendent que l'État les aide quand l'État sera complètement défaillant, ils vont mourir. Alors, c'est la punition suprême pour une telle bêtise. Mais malheureusement, quand l'inconscience est à ce point chronique, à ce point magistral, on aura malheureusement, on a des risques en tout cas de voir des gens mourir parce qu'ils ont cru à un moment donné que tout leur était dû.
Alors que c'était pas, alors que personne, c'est marqué nulle part hein, que c'est dû à ces personnes-là. Hein. Voilà. Bon. Mais bon, donc alors, avis aux Français, aux Belges et aux autres, réveillez-vous et arrêtez de considérer que ça vous est égal parce que vous allez vraiment aller dans le mur. En République populaire de Donetsk, comme eux, ça leur est pas égal, hein, la situation dans laquelle ils sont, et qu'ils essayent de se redresser. Lors de cette réunion avec les étudiants, Alexander Zakharchenko a déclaré que la République populaire de Donetsk prévoit de produire bientôt ses propres autobus. Donc il semble qu'il y a une usine de plus qui va venir se rajouter pour produire les autobus qui sillonnent la République. Il faut savoir qu'ici, les transports en commun sont extrêmement développés. Oui, mais c'est surtout un signe très 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 important là, que tu viens d'annoncer, Christelle, parce que on reconnaît un pays technologiquement avancé et évolué au fait qu'il est capable de produire ses propres véhicules. Alors, l'ultime, c'est ses propres avions, mais c'est aussi son électroménager, ses véhicules en général, tous ces systèmes techniques qui réclament des connaissances technologiques importantes et des scientifiques de haut niveau. Donc s'il commence cette petite république autoproclamée à produire des autobus, c'est que déjà le Donbass n'a rien à envier à la France ou à d'autres pays, parce que c'est compliqué de faire un autobus quand même. Hein. Oui, oui, mais la République populaire de Donetsk produit depuis très très longtemps et bien avant la guerre, et c'est une production qui a repris depuis un bon moment après réparation de l'usine concernée. Il y a Sinovataya, il y a une usine de production de machines-outils, oui. Entre autres pour tout ce qui est forage dans les mines, qui sont extrêmement élaborées. C'est pas des machines de bourrin, c'est vraiment des machines de haute technologie qui sont faites pour forer en conditions dangereuses, dans des mines fortement chargées en gaz toxiques et dangereux, explosifs, etc. Donc la République populaire de Donetsk avait déjà, on va dire, des industries, entre guillemets, lourdes, mais de précision. Oui. Et là, ça va venir se rajouter. Et oui, l'ultime, ce serait effectivement d'arriver à produire ses propres voitures, ses propres avions, etc. Donc c'est des choses qui se mettent en place et on voit que le développement économique est en cours, est bien relancé. Et d'ailleurs, c'est tellement bien relancé que la ministre du Développement économique, Victoria Romaniuk, a présenté un catalogue des entreprises industrielles de la République lors du forum d'Orenbourg, cœur de l'Eurasie en Russie, des 24 et 25 novembre. Une participation qui a permis de nouer des contacts avec des entreprises de la région d'Orenbourg qui souhaiteraient lancer des projets de coopération et de business avec les entreprises de la République populaire de Donetsk. Donc on commence à voir des volontés de coopération en termes de business avec la Russie, mais pas seulement, puisqu'une délégation d'entrepreneurs italiens venant de Vénétie a visité les deux républiques populaires, donc de Donetsk et de Lugansk, entre le 23 et le 26 novembre, pour établir des contacts directs entre leurs entrepreneurs et les entrepreneurs et les autorités locales, tâter le terrain et trouver des projets de coopération économique. Le vice-président de l'association culturelle Lombardie-Russie a également pris part à cette visite d'affaires. Les entrepreneurs italiens veulent une coopération sur le long terme et ils veulent collaborer dans divers domaines tels que les énergies renouvelables, la construction d'infrastructures, d'équipements industriels, participer aussi dans le secteur agricole, la production de meubles et d'équipements. Et ils veulent aussi essayer d'exporter dans ces républiques des produits alimentaires de type café, huile d'olive, pâtes et vins produits dans la région de Vénétie. Donc voilà, même en Union européenne, il y a des pays qui ont décidé que les républiques populaires sont pas si terroristes que ça et que y a moyen de faire du business avec. Il y en a qui sont dans les starting blocks et on voit que l'Italie, qui avait déjà été parmi les pionniers pour contourner les sanctions avec la Russie, vont aussi certainement être les pionniers pour contourner les sanctions avec les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Voilà. Bien. Et d'ailleurs, société, donc cette amélioration
de la situation se reflète dans les naissances, puisqu'en République populaire de Donetsk, toujours, le 10 millième certificat de naissance a été produit à Donetsk cette semaine. Donc il faut savoir que la République populaire de Donetsk produit ses propres certificats depuis juillet 2015, et donc depuis 1 an et demi, ça veut dire qu'il y a plus de 10 000 bébés qui sont nés dans la République. Ah, quelle est-ce des 10 000 bébés, là 10 000 bébés, eh ouais. Et ouais, donc, ouais, c'est bien la preuve que malgré la menace constante, ils tiennent, ils croient à l'avenir, ils sont déterminés à ne pas se laisser faire, et ils sont aussi déterminés à construire un État fort, ouais, ils sont vraiment braves, hein, ils sont très courageux, admirables, vraiment. ils sont admirables Ouais, dans leur comportement.